Bonsoir, tout est fin prêt pour que nous passions une petite heure ensemble, chroniqueurs, invités comme d'habitude, avec énormément de choses à vous dire parce que c'est le début de la semaine quand même. Et nous avons aujourd'hui en studio Christophe Garnier. Bonjour. Salut Christophe, aujourd'hui Internet, la neutralité sur Internet, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises privées qui essayent d'en faire un gigantesque supermarché et d'en priver un petit peu les internautes. Bien, supermarché, il connaît, il va faire ses courses tous les 2 jours, oui, dans toutes les zones. Philippe Bello. Mes bien chers frères, en ce 4e dimanche après la Pentecôte, je vais vous emmener dans la fabuleuse cathédrale d'Évry. Ouais, alors... C'est pas une blague, c'est vrai. Mais ne regardez pas comme ça. D'accord. Non, c'est bien sûr, c'est dans le cadre de l'émission. On est bien chez nous. Nous sommes allés. Enfin, il y avait une de nos énigmes qui nous conduisait à la fabuleuse cathédrale d'Évry. D'accord. Est-ce que vous y avez rencontré Monseigneur Dubos? Malheureusement, non, il n'était pas là. Bien. Keltoum Bessadoc. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, une fois de plus, en l'air. Voilà, exactement. Comme tous les lundis, on a testé pour vous et là, on a testé la montgolfière en fait. Merci. C'est un habitué de la chose. Bonsoir, non pas un habitué, mais j'ai testé la montgolfière aussi. Oui. Et c'est un souvenir incomparable. Je pense que c'est un des meilleurs souvenirs de vol que je puisse avoir, sur tout engin confondu. Ouais. C'est vraiment étonnant. Ça sort vraiment de l'ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, je vais pas du tout vous parler de ça, mais je vais parler de solidarité, de développement durable. Solidarité, c'est un petit peu, exactement, ça change. Je savais que ça allait vous faire plaisir. C'est un petit peu le volet social du développement durable, la solidarité et l'insertion, notamment professionnelle. Et c'est à Grigny. Et c'est à Grigny, absolument. Bien. Solidarité, c'est extrêmement important à tout point de vue, n'est-ce pas, Martine? Oui, alors moi aujourd'hui, bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une association, l'association VML, Vaincre les maladies lytosomales, avec Denis Le Bastard, notre invité du jour, qui est chargé de communication au sein de cette association, c'est ça? Vous n'êtes pas vice-président également ou... Directeur. Directeur en fait. Vous n'avez pas été vice-président à un moment donné ou... Non. Ah mince alors. C'est vrai, il faut demander. Hein, oui, non. En fait, il y a une équipe salariée à Massy. Voilà, je suis le directeur de l'équipe salariée et le président. Il y a un président et un vice-président. Ce sont les élus de l'association. D'accord. Voilà. On en parlera. Il y a un rapport d'ailleurs avec le sport. Hein. Oui, tout à fait, puisqu'il y a un événement ce week-end à Massy, au parc Georges Brassens. C'est le Grand Cross de Massy, le dimanche 14 novembre. Et l'association VML participe à ce cross. On en parlera tout à l'heure. De quelle manière? Tout à l'heure. Alors, nous sommes lundi, pluie ou pas pluie. Le week-end sportif a été extrêmement chargé, comme Olivier Roche particulièrement a pu le constater. Et on commence par du foot. En CFA, Viry recevait Romorantin sous un soleil radieux. Les hommes d'Isaac Ngata bien déterminés à stopper la série noire à domicile puisqu'ils ne se sont pas imposés chez eux depuis le 28 août dernier. Et ça commence mal pour Viry qui concède un pénalty dès la 9e minute de jeu. Heureusement, les Castelvirois ont pu compter sur leur gardien Loïc Thénault qui stoppe le tir de Nomer. Et à la 34e minute, c'est Viry qui ouvre le score sur une tête de Benariès. 1-0, c'est le score à la pause. En seconde période, Viry, solide en défense, conserve son avantage sans trembler avec un Loïc Thénault encore impérial. Malgré l'expulsion du buteur Benariès à la 85e minute, c'est un Viry sérieux qui met fin à sa série noire. Les fois où on ne gagne pas, c'est parce qu'on n'est pas concentré et je pense qu'il y avait juste la concentration à remettre en place là. Et puis le travail de groupe. Le bloc a bien travaillé, physiquement on a résisté et puis on s'est mis en danger les 25 premières minutes. Ça je regrette encore. Puis après, c'est la concentration qui a fait que l'équipe s'en sorte bien. Au classement, Viry occupe la 4e place à 2 points du leader, mais compte un match en moins. En rugby, Massy, 4e, recevait Dijon 5e. Premier gros test réussi pour les hommes de Jeff Dubois, puisque Massy s'impose 18-12. C'est pourtant Dijon qui ouvre la marque sur cette pénalité de Cortès dès la 2e minute. Massy égalise instantanément par Bonetti à la 4e et prend même l'avantage 6 minutes plus tard. Dijon revient à hauteur des Massicois sur ce superbe drop de Gevrey. À la 28e minute, suite à un gros travail du pack de Massy, Dijon se met à la faute et concède un essai de pénalité. Transformé par Sétan, 13-6, c'est le score à la pause. En seconde période, Dijon réduit la marque par Cortès, 13-9. Massy pousse et marque un essai par l'intermédiaire du 3e ligne Ashley Clark suite à un bon travail du pack.
En fin de match, Dijon arrache le bonus défensif sur cette pénalité de Cortés. Score final 18-12. Une victoire qui permet aux Massicois de remonter à la 2e place du classement à 1 point du nouveau leader Bobigny. En hockey, les Jets de Viry s'inclinent lourdement 13-1 face à Amnéville et s'enfoncent un peu plus dans les profondeurs du classement. Les hommes d'Olivier Monod recevront Lyon le week-end prochain. Lyon justement qui est venu s'imposer sur la patinoire d'Evry, défaite des Peaux-Rouges 8-2. En handball, Saint-Michel recevait Nantes dans le cadre de la 7e journée de National 2. Les hommes de Michel Liorès se sont malheureusement inclinés 21-24 malgré une bonne remontée en 2e mi-temps. Une tournure des événements qui laisse un sentiment de déception pour l'entraîneur de Saint-Michel. C'est regrettable parce que, encore une fois, ce match-là était à notre portée. Et on est quand même à 14 immanquables et je ne sais pas combien de pertes de balles encore une fois, quoi. Donc la seule solution que l'on a maintenant pour se sauver, c'est du travail et on verra bien ce qui va se passer. Mais avec le groupe qu'il y avait ce soir, je pense que sur la fin de match, ils ont retrouvé certaines sensations qu'ils avaient l'année dernière. Et je pense qu'on pourra peut-être s'en sortir si on continue sur cette voie-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez toutes ces infos et d'autres demain à 19h40 dans Sport Hebdo. Voilà, merci Olivier. Martine, alors, cette association importante parce qu'on n'en parle pas assez peut-être. Alors oui, en effet, déjà peut-être, alors VML, vaincre les maladies lysosomales. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire qu'est-ce que c'est que justement ces fameuses maladies lysosomales? Alors, les maladies lysosomales sont des maladies génétiques rares qui ont un point commun, une déficience au niveau du lysosome. Voilà. Donc comme le lysosome ne fonctionne pas bien, pour une raison donc génétique, ça donne lieu à des maladies. Il y en a environ une 50aine et elles sont toutes relativement graves puisqu'elles mènent au polyhandicap et souvent à un décès prématuré. En fait, ce sont des lésions qui touchent le cœur, le foie... Tous les organes. Bon. Selon le type de maladie, ça peut toucher les cellules de la peau, les cellules des vaisseaux sanguins, des os, des muscles, des yeux, du système digestif. Voilà, c'était multi-organique. Il y a à peu près combien de pathologies regroupées sous le 50 maladies lysosomales actuellement. Il y a 20 ans, on en dénombrait à la création de l'association en 1990 environ 40. Depuis, 10 ont été identifiés. Nouvelle. Et sur ces 50, il n'y en a qu'une poignée, je crois, qui peuvent être relativement soignées. Oui, il y en a une poignée, mais en même temps, c'est ce qui fait notre spécificité. Nous avons quelques traitements. Il y en a 8 qui disposent d'un traitement. On va apporter au lysosome ce qui lui manque, des enzymes, pour qu'il puisse faire son travail. Alors, ça ne guérit pas encore la maladie, puisque ce sont des maladies génétiques. Il y a très récemment, il y a eu une annonce sur un traitement génétique, mais ce sont des exceptions. Il n'y a que, je crois, 2 maladies génétiques aujourd'hui qui sont véritablement guéries. Mais pour les maladies lysosomales, c'est pas encore le cas. Donc, c'est des traitements de pointe extrêmement sophistiqués et qui permettent de contenir une grande partie de la maladie. Voilà. Alors, en fait, la mission de l'association, justement, c'est important pour ces maladies rares, de pouvoir que les patients ou les familles puissent rencontrer d'autres familles. Il y a aussi d'autres missions dans l'association, soutien de la recherche scientifique et médicale, l'accompagnement des médecins, l'aide aux familles, j'en ai parlé, la communication et la sensibilisation, puisque ce sont des maladies qu'on ne connaît pas, donc il est important de communiquer sur ces maladies. Alors, ça implique quoi une maladie génétique et qu'est-ce qu'on connaît de ces maladies justement aujourd'hui? Alors, ce que ça implique, on revient un peu sur l'origine de l'association. Ce sont des maladies rares, mais les malades ne sont pas seuls. L'objectif de l'association, c'est de permettre de regrouper tous ces malades, même au niveau national, et d'essayer de favoriser les échanges d'expériences, les échanges d'informations, voire même de les mettre en forme. Ça a été l'objectif au début de l'association, pour mieux comprendre les maladies lysosomales. Parce qu'au début, il y a 20 ans, Internet n'existait pas. Si vous sortiez de chez le médecin avec ce diagnostic terrible de maladie lysosomale, alors derrière, il y a des termes qui sont assez compliqués. Les noms de maladies sont assez complexes. Donc, à part ce nom-là, vous ne savez rien. Il fallait être averti, c'est-à-dire être capable d'aller à la fac de médecine Paris et aller chercher de l'information. Donc, l'un des premiers travaux de l'association il y a 20 ans a été de collationner l'ensemble de ces informations, de les rendre accessibles et vers les parents qui étaient
donc confrontés à ces drames, mais c'est également... C'est les parents qui ont fondé l'association. Absolument. Au début, Les parents avec des médecins spécialistes, des professeurs spécialistes. Donc, une double direction dans l'information et vers les parents touchés par ces maladies, mais aussi vers le corps médical, de manière à ce que le diagnostic se fasse beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Parce que comme ce sont des maladies rares, bien évidemment, les médecins et les pédiatres ne sont pas confrontés tous les jours à ce type de maladies. Mais comme ce sont des maladies extrêmement graves, il faut les détecter rapidement pour au moins mettre en place des solutions pour améliorer la qualité de la vie. Mais quand vous dites détecter rapidement, si je me souviens bien, on peut être atteint de ce genre d'horrible maladie lorsqu'on est tout bébé, mais également à l'âge adulte. Donc pendant des années, personne ne voit rien. Dans les maladies lysosomales, sur les 50, 48 sont détectables dès l'âge de 4-5 ans, à part certaines formes modérées. Donc assez rapidement, aujourd'hui, même si certaines maladies permettent d'aller jusqu'à l'âge adulte, on peut les diagnostiquer très rapidement. C'est extrêmement rare maintenant de détecter des cas de personnes touchées par une maladie lysosomale et qui ont l'âge adulte. Il existe encore. Certaines de nos maladies ont des conséquences au niveau neurologique, beaucoup, mais certaines à niveau modéré. Donc on sait qu'il y a des personnes qui travaillent dans des CAT, dans des ESAT, dans des lieux particuliers, et qui sont en fait malades, qui ne sont pas encore diagnostiquées. Alors justement, communiquer entre familles, et l'échange d'expériences, du vécu, etc. de chacun. Alors on a rencontré une famille, la famille Le Riche à Igny, justement, qui nous parle de l'association, puisqu'ils y sont depuis le début pratiquement dans l'association. Cette association a 20 ans, il faut le rappeler. Et alors, donc, on est allé voir donc Valentin Le Riche, atteint d'une des 50 maladies lysosomales, la leucodystrophie métachromatique. On regarde ce reportage et la parole des parents, bien sûr, qui est importante. Valentin donc a déclaré cette maladie à l'âge de 6 ans et demi. Il venait de rentrer au CP. Et donc, jusqu'à l'âge de 6 ans et demi, c'était un petit garçon tout à fait normal, un petit garçon blagueur, rieur. Et puis, ce qui commençait à nous alerter, c'est des petits troubles du comportement. C'est-à-dire que Valentin était un petit garçon qui était éparpillé, il n'arrivait plus à se fixer sur une activité. La maîtresse, en fin de grande section de maternelle, nous disait je comprends pas, Valentin, il ne veut plus finir ce qu'il a à faire, il ne veut plus faire ce qu'on lui demande. Et en fait, c'est pas qu'il ne voulait plus, c'est que déjà il ne pouvait plus. De fil en aiguille, le diagnostic est tombé assez rapidement. Et donc, une maladie inconnue pour nous, on tombait vraiment de haut. Leucodystrophie métachromatique. On est rentré dans l'association assez rapidement après le début du diagnostic. On nous a proposé de nous mettre en relation avec une famille dont l'enfant avait la même pathologie que Valentin. Situation dramatique et compliquée, avec des enfants qui se dégradent aussi très rapidement. Donc, on se trouve confronté immédiatement au handicap alors qu'on ne l'est pas avant. On entend peu parler parce que ça fait partie du panel des maladies rares. Donc il y a à peu près 300 cas qui se déclarent par an en France. Donc c'est quand même très peu, mais c'est toujours de trop. Et donc justement le but des associations, c'est d'essayer au maximum de faire connaître toutes ces maladies rares et d'essayer de récolter des fonds pour la recherche, pour essayer d'un petit peu médiatiser ça et que le grand public puisse avoir connaissance de toutes ces maladies. Ça avance, la recherche avance, mais bon, jamais assez vite quand on est confronté à ce genre de situation. Alors justement, la recherche, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces maladies? Où est-ce qu'on en est? Il y a plusieurs phases dans la recherche. La première, c'est déjà de comprendre les maladies. Donc dans ce domaine-là, la science a énormément progressé. C'est l'étape indispensable avant d'arriver vers l'identification d'une thérapie. Ensuite, au niveau thérapeutique, c'est-à-dire ce qui peut guérir les maladies, il y a beaucoup de pistes qui sont aujourd'hui intéressantes et qui ont bien avancé. Aujourd'hui, il y a 8 traitements, il y a des possibilités pour plusieurs autres, il y a des essais cliniques en cours. Donc, on est assez optimiste sur l'avenir, mais ce n'est qu'un avenir à moyen terme parce que c'est extrêmement long entre un moment où on identifie une piste thérapeutique et le moment où le malade l'aura sur son chevet. C'est particulièrement long, même si pour les maladies rares, la réglementation a été adaptée.
D'accord. Alors, dimanche, c'est un moment important aussi pour l'association, le Grand Cross de Massy. Vous vous associez à cet événement. C'est la première fois que vous vous associez au Grand Cross de Massy. Alors, expliquez-nous un peu comment ça va se dérouler pour vous. Pourquoi s'être associé à cet événement-là, pour toucher un petit peu plus de monde, je le suppose. Eh bien, le 28 février dernier, c'était la journée internationale des maladies rares. Maladie au niveau mondial. Et ce jour-là est né un petit personnage qui s'appelle Léo le lysosome, qui est un messager de notre association et qui a pour but justement de faire connaître au grand public les maladies lysosomales. Et pour mieux faire connaître les maladies lysosomales, ce petit personnage va s'associer à des défis sportifs. Donc depuis le mois de février, Léo le lysosome réalise différentes actions sportives. Il va monter sur le Mont Blanc, il fait des courses, il fait des trails, des ultra-trails, des marathons. Et donc avec le cross de Massy, voilà, on avait une opération qui était en parfaite adéquation avec l'objectif de Léo de réaliser des défis, de les réussir, chacune représentant symboliquement une victoire contre la maladie. Voilà donc l'objectif de ce grand cross et la raison pour laquelle Léo s'est associé, et VML, donc son association, s'est associée avec cette manifestation. Donc l'association sera présente le 14 novembre au parc Georges Brassens pour ce fameux grand cross organisé par, quand même faut le dire, par la SAGEM et le club athlétisme, le MAS de Massy. Alors on peut encore s'inscrire pour ce cross, c'est un petit renseignement supplémentaire sur le site de l'association sur place. Sur le site 3W, alors là on voit le site de l'association VML, effectivement on peut glaner plein d'informations sur le site de l'association et pourquoi pas prendre contact avec cette association ou des dons, pourquoi pas. Et alors il y a un autre site, 3W Élan 91, et là on pourra aussi glaner d'autres informations sur le Grand Cross de Massy, puisque les deux événements sont liés. Voilà, rendez-vous le 14 novembre. Merci à vous, mais on vous reposera une ou deux questions probablement avant la fin de l'émission. Pour ceux qui ne pourraient regarder le journal, on va essayer les grandes lignes. Le coup de chapeau d'abord à une entreprise de Massy qui a conclu un important contrat avec la Chine. Il s'agit de DEF, le numéro 1 de la sécurité incendie, dont nous avions reçu les dirigeants il y a quelques mois. Claude Bébéard, entre autres, à Évry, aujourd'hui pour une étape estonienne du Tour de France de la diversité. En fait, collectivités locales et entreprises sont mobilisées pour l'accès à l'emploi. Des questions qui se posent toujours après plusieurs cas d'intoxication d'enfants au monoxyde de carbone dans l'école de Mérobert. Ça s'est passé plusieurs jours de suite et on ne savait pas très bien ce qui pouvait se passer parce que les enfants n'étaient pas tous du même univers et on a cru à un moment donné que ce pouvait être en sniffant de la colle pour un ou deux, mais non, absolument pas. On a quand même relevé un petit peu de monoxyde de carbone, enfin plus que d'habitude, et bon, on enquête toujours pour savoir ce qui se passe. Manuel Valls, au prud'homme de Mantes-la-Jolie, c'est pas en Essonne, mais ça fait rien, pour soutenir la directrice d'une crèche mise en cause par une salariée refusant d'enlever son voile islamique. Le maire de Fleury-Mérogis, maintenant, en appelle à la ministre de la Justice pour l'informer des difficultés que rencontre le personnel pénitentiaire de la fameuse maison d'arrêt. Voilà, petit commentaire de mes complices sur cette actualité? Non. Pas particulièrement, à part l'inquiétude ce matin des élus du RERC, en effet. C'est vrai. À dire. C'est vrai. Alors il y avait qui? Il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet qui est passée en coup de vent parce qu'elle avait un rendez-vous au ministère, et puis il y avait aussi Guy Malherbe, le député de l'Essonne, et François Durovray qui est aussi administrateur du STIF. Et donc ils prennent position assez brutalement pour essayer d'avoir des fonds pour le RERC, tout simplement parce que ils sentent l'argent du Grand Paris arriver et ils espèrent pouvoir en tirer bénéfice dans la rénovation de l'existant plutôt que dans l'hypothétique projet d'un grand super métro. Voilà, et puis si vous n'avez rien compris à ce que c'est ou ce que sera le Grand Paris, vous regardez Internet plateau, Christophe. Merci. En effet, je vais vous parler d'Internet parce que de plus en plus d'hommes politiques et de femmes politiques, en l'occurrence en Essonne, s'intéressent à Internet, sans doute parce que ça représente de plus en plus de personnes. C'est vrai qu'une récente
récente étude d'A.T. Kearney pour Vodafone affirme, alors après difficile de vérifier, qu'un être humain sur 4 serait connecté sur Internet et que 3 sur 4 auraient un téléphone portable. Donc forcément, pour les hommes politiques, c'est du pain béni et ça représente un nombre d'électeurs relativement important. Et puis ça représente aussi un pouvoir économique parce que cette même étude dit que d'ici 2030, environ 20% du produit intérieur brut pourrait être provenir d'Internet, mais en englobant les chaînes de télévision, en englobant les opérateurs de téléphone portable, en englobant les constructeurs de tout matériel hi-fi vidéo. D'où, en ce moment, le vrai problème politique sur Internet, c'est que de plus en plus d'entreprises privées restreignent ou tentent de restreindre les libertés des internautes et les libertés des différents intervenants pour privilégier leurs flux commerciaux, pour privilégier le commerce, pour en faire un supermarché géant. On le sait déjà depuis le temps qu'Internet existe. Et c'est vrai que cet été, on a vu plusieurs tentatives, notamment Google qui avait essayé de passer un accord avec Verizon, qui est le deuxième opérateur de téléphonie portable sur Internet aux États-Unis, et Google avait essayé d'exiger, et c'était quasiment fait, c'était une rumeur, mais c'était quasiment dans les tuyaux, d'avoir un flux privilégié sur Internet pour ses requêtes à lui par rapport aux autres opérateurs Internet. On sait que Google est assez friand de ce type de requêtes. On a vu aussi l'opérateur câble-opérateur Comcast, qui est aussi important aux États-Unis, qui avait essayé de freiner et de limiter l'accès au site internet BitTorrent. Alors BitTorrent, tout le monde ne connaît pas, mais c'est un petit logiciel qui permettait, même s'il est un petit peu dépassé maintenant, de faire des téléchargements pirates. Et c'est vrai que oh là là, surtout, je suis désolé de vous donner des scoops tous les jours. Et donc Comcast essayait de limiter l'accès à ce site internet parce que ça gênait, soi-disant, ses propres informations commerciales à lui. Alors plus proche de nous, on a vu Apple, le fournisseur de téléphones portables, qui limite l'accès au site construit en Flash parce qu'il a un litige commercial avec Adobe, le producteur. Et puis chez nous, carrément Orange, qui refuse l'accès au petit logiciel Skype, parce que c'est un concurrent direct, c'est un petit logiciel qui permet de téléphoner quasiment gratuitement un petit peu partout dans le monde. Forcément, les opérateurs de téléphonie portable n'ont pas forcément envie de laisser un petit logiciel gratuit donné. Et ça, heureusement, on a quelques hommes politiques. Alors nous, on a Nathalie Kosciusko-Morizet, sans vouloir lui faire de la pub, en Essonne, qui est secrétaire d'État au développement numérique, qui est très à cheval sur justement le principe de neutralité, c'est-à-dire de laisser un accès égal pour l'ensemble des internautes, marchands ou pas marchands, entreprises privées ou pas entreprises privées, sur Internet. Et je vous propose de l'écouter. Elle a réagi là-dessus cet après-midi. Ce qui est gênant, c'est si Internet n'est plus un espace ouvert. Ce qui est gênant, c'est si votre fournisseur d'accès ou votre référenceur de contenu, votre moteur de recherche choisit pour vous ce à quoi vous allez accéder de manière privilégiée. Donc c'est assez normal, c'est assez logique que les fournisseurs de services, les fournisseurs d'Internet soient tentés de gérer le réseau, de l'optimiser en fonction de la demande, qu'ils soient tentés de privilégier certains flux à certaines heures, de donner la priorité à des flux. Mais c'est très dangereux si ça se fait de manière complètement opaque, c'est très dangereux si c'est pas limité au strict nécessaire. Donc on le voit, forcément il y aura des restrictions. C'est sûr que pour certaines applications comme la télémédecine, on en parlait tout à l'heure, peut-être que pour les médecins il faudra privilégier des flux, protéger des flux quand les médecins voudront faire des opérations à distance relativement lourdes, des visioconférences, des choses comme ça. Donc c'est un vrai débat qui pour l'instant est en train de naître en France. Ça fait très longtemps qu'ils l'ont aux États-Unis, mais Adopi pour l'instant semble être comme une chape de plomb qui veut se refermer sur Internet et tout interdire, alors qu'il va falloir avoir un débat sur qu'est-ce qu'on régule, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on permet, mais ne pas laisser libre cours à l'ensemble des entreprises privées et essayer de trouver un juste milieu, qu'est-ce qui doit être protégé, qu'est-ce qui ne doit pas être protégé comme flux d'informations sur Internet. D'accord. Vous vouliez pas nous parler d'une autre personnalité à un moment donné ? Je voulais vous parler de Nicolas Dupont-Aignan qui, lui, la semaine dernière, a eu une position un petit peu originale parce qu'il a carrément incité les internautes à télécharger. Il est foncièrement opposé à la loi Adopi, mais Manuel Valls, il y a quelque temps, avait aussi pris des positions anti-Adopi ou tout au moins nuancées sur Adopi. On aurait peut-être pu prendre des exemples avec nos amis chinois qui sont venus nous voir la semaine dernière sur l'utilisation d'Internet en Chine. Ils ont peut-être des conseils à nous donner, oui, il y a un des bouton, bons conseils. Il y a un bouton, ça marche ou ça marche pas. Voilà. Hein, oui, non, c'est prison ou liberté. Bon, je préférais mon image à moi. Hein, c'était plus sympathique. Alors, 30 centimes. Vous fumez, vous ? Pardon ? Vous fumez ? Seulement après l'amour. Oh. 30 centimes d'augmentation pour les cigarettes depuis ce matin. Et comme à chaque augmentation, la question est de savoir si ça sert vraiment à quelque chose d'augmenter, parce que
personne n'est satisfait. Évidemment, ceux qui achètent les cigarettes, les médecins disent que ce n'est pas assez dissuasif, les associations anti-fumeurs disent exactement la même chose. Alors on est parti recueillir quelques avis essoniens, bien sûr. C'est une bonne initiative. Les fumeurs vont continuer de fumer. Hein. Je crois que c'est pas très convaincant pour empêcher les gens de fumer, apparemment. C'est-à-dire lutte contre le tabagisme, par augmentation de prix, ça n'a rien à voir. Pas vraiment, non. J'ai pas vu que ça avait provoqué une baisse de la consommation du tabac, malheureusement. Mais j'aimerais arrêter la cigarette, avec ou sans l'augmentation. Il faut choisir. Si on n'a pas les moyens de fumer, il faut peut-être s'abstenir, non? Personne n'est obligé de fumer. Je pense que si on touche pas le problème de la santé, c'est pas l'argent qui fera changer les choses. À ce prix, si quelqu'un fume 2 paquets par jour, ça laisse à réfléchir. A priori, ça marche pas non plus, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes, de plus en plus de pauvres qui fument. Ce n'est pas très efficace pour les gens. Je vais vous dire autre chose, moi je suis une consommatrice de chocolat, le chocolat sera de plus en plus cher, j'en achèterai quand même, quand on est consommateur. Bonne journée. Alors moi je l'aime bien elle parce qu'elle n'est pas hypocrite. Chacun sa drogue. Elle n'est pas hypocrite. Non, elle n'est pas hypocrite. C'est vrai, c'est sympathique et même si ça augmentait d'1 euro ou 2 euros, ceux qui veulent fumer, ils fumeront toujours. Monsieur Le Bastard, ça doit quand même vous choquer un petit peu de voir que vous travaillez et vous êtes dans un environnement de gens qui souffrent terriblement. Et puis là, il y a quand même des personnes, dont je faisais partie d'ailleurs avant, qui font tout pour malheureusement avoir une maladie peut-être un jour. Oui, mais on n'est pas là non plus pour refaire le monde. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'une augmentation de 5 ou 6%, c'est plutôt symbolique. Je ne pense pas que ce soit un élément qui fasse changer d'avis les personnes. Par contre, que ça remplisse les caisses de l'État, c'est sûr. Donc si derrière, ça permet de nourrir une caisse pour financer les programmes de recherche sur les maladies génétiques rares, pourquoi pas? Un bon entendeur. Vous êtes tombé sur vos pieds, c'est vrai. Lionel ? Non, mais j'avais un petit peu le même avis parce qu'en fait j'entendais tout à l'heure à la radio que manifestement en dessous d'une augmentation en dessous de 10% on n'avait aucun impact en fait sur les fumeurs en eux-mêmes. Par contre effectivement ça remplissait quand même il y avait une prévision de 600 millions d'euros pour les caisses de l'État. Donc ça permet en fait à l'État de pouvoir glaner un petit peu d'argent en ces temps difficiles tout en ayant vraiment une position un État qui fasse les choses dans le bon sens, qui combatte vraiment c'est ça en fait. On est compte qu'on apprend d'un côté qu'il y a une augmentation et le même jour on apprend que les cancers sont en baisse et qu'il y a de plus en plus de fumeurs malgré tout ce qui a été fait depuis des années, les hausses successives. C'est vrai que c'est fantastique. Ce qui a bien marché, c'est les photos. Sur les paquets de cigarettes, il y a depuis 5-6 mois, ils avaient mis des photos. Il y a une marque de cigarettes, je ne peux pas citer aujourd'hui, mais il y a beaucoup de ventes qui ont chuté. Ils avaient mis une photo de Roselyne Bachelot sur le paquet. Donc, je serais coupé au montage. Bon, tant pis. Voilà. Non, puisque nous passons en direct. Allez, on va rester plus soft. Grigny, et c'est un jardin extraordinaire. Voilà, un jardin, oui, on peut dire ça comme ça. En tous les cas, je vous parlais il y a quelques jours, peut-être une semaine ou deux, d'une entreprise qui s'appelait Sud-Essonne Environnement qui elle faisait appel à des personnes en insertion aussi. Donc ça, ce sont des choses qui se développent pas mal. Et alors justement, aujourd'hui, je vais vous parler des jardins de la solidarité à Grigny, toujours pareil. Hein, c'est toujours ce volet-là, j'ai coutume de le dire, le volet social en fait du développement durable, parce qu'on met toujours dans le terme développement durable tout ce qui est bio, écolo, tout ça, mais il y a aussi ce volet social qui est que le développement durable, ça s'adresse aussi à la personne humaine et pas que à ce qu'on met dans notre assiette, par exemple. Donc un chantier à Grigny, un chantier d'insertion professionnelle qui est géré par l'association Études et Chantiers d'Île-de-France. Une association qui est présente depuis déjà plus de 10 ans sur la commune de Grigny, donc un chantier. Alors là, c'est un chantier de maraîchage, donc ça va vous faire plaisir d'ailleurs parce ils cultivent bio évidemment, donc fruits et légumes bio, Patrice. Et je crois qu'une partie d'ailleurs est destinée à comment on appelle ça déjà j'ai un trou. J'ai un trou. Les cantines scolaires ? Pas du tout. On va changer, c'est pas grave. En tous les cas, beaucoup de personnes en profitent. Et le but, donc, évidemment, c'est de resocialiser certaines personnes qui ont perdu un petit peu pied avec le monde du travail, évidemment, mais plus généralement avec la vie, quoi, hein, tout simplement. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne sur place. Allons-y. Je vais retrouver ça après. Hein. Là, comme vous voyez, c'est des buts. Comme ça, l'eau il passera de ce côté-là, et il rentre. C'est pour ça qu'on fait des buts comme ça pour les pommes de terre. On les plante comme ça. Alors il y en a un qui fait des trous, l'autre qui pose les pommes de terre,
Il y en a un qui remet les trous, qui rebouche les trous. Voilà. Le chantier de maraîchage, il a pour habitude de prendre déjà des personnes qui peuvent avoir de très grosses difficultés et qui ont vraiment besoin de se ressourcer par rapport à ça. Donc dès le départ déjà nos prérequis d'embauche ils sont relativement faibles, c'est-à-dire qu'on demande uniquement aux personnes qui sont ici d'être motivées. À partir de là, nous on va veiller en fait à tous les critères d'employabilité et de retour à l'emploi, c'est-à-dire on va travailler sur eux, sur leur ponctualité, leur assiduité et leur comportement général en entreprise, tel qu'il peut être dans toutes les entreprises. C'est aussi un premier contact, c'est une resocialisation, c'est rencontrer des gens à nouveau, être fier aussi du travail, revaloriser la personne parce qu'elle produit un travail et ce travail, il y a des résultats qu'on récolte nous-mêmes et donc les chantiers de maraîchage justement ils ont cette particularité que l'activité elle est faite du début jusqu'à la fin par les salariés. Avant d'arriver ici j'étais vraiment dans un trou noir, quoi. C'est grâce aux associations comme ça, par l'intermédiaire de chaque association, que je me suis retrouvé dans le droit chemin, dans le chemin de l'emploi, quoi. C'est grâce à eux que maintenant je suis comme tout citoyen, je me lève le matin, je vais travailler, le soir je rentre chez moi. Ça, c'est de la bonne insertion. Oui, enfin ce côté-là, justement, la dernière phrase de ce monsieur était importante, parce que c'est vrai qu'ils ont maintenant, comme il le disait, il avait cette impression-là d'être une personne comme les autres. Comme quoi, enfin bon, juste être ça, déjà, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Et alors, ce que je cherchais tout à l'heure, je l'ai retrouvé, c'est parti dans un petit neurone qui a fait une petite connexion, là, tout compte fait. Ah, vous en avez quand même. Il m'en reste quelques-uns, effectivement. Et donc, je voulais parler évidemment de l'épicerie sociale de Grigny, qui est approvisionnée toutes les semaines par ce chantier de maraîchage. Voilà, donc encore de belles choses comme ça qu'on trouve en Essonne. Il y en a encore plein d'autres que j'irai voir certainement, des entreprises ou des associations comme celle-là qui se chargent d'insertion, qui se chargent d'aider les personnes qui sont un petit peu pour l'instant sur le côté de la route, quoi. Bon, il faut que ça continue, non pas qui reste sur le côté de la route, mais qui réintègre les rails. Comme d'habitude, une équipe de Téléson passait dans la rue comme ça, puis quelqu'un a fait un signe et hop, a parlé dans la caméra. Je préside une association qui s'appelle EDEM France et que cette association en fait c'est pour le développement de Madagascar, c'est mon pays d'origine. Les actions particulières c'est pour les collectes des dons et des matériels pour aider dans le cadre du développement de Madagascar et puis il y a aussi pour faciliter les démarches pour les gens qui veulent investir à Madagascar. On est une quarantaine, pour l'instant c'est une association qui vient d'être créée. Donc on espère avoir beaucoup d'adhésion dans les jours qui viennent. Si vous voulez adhérer ou participer à notre cause, voilà, je vous donne l'adresse, c'est au 21 rue de Fécamp à Paris 12e. Voilà, je vous remercie. Et ben voilà, il était à Massy, il était en Essonne et il a parlé de son association. Et ben c'est très bien. Philippe, oui. vous n'étiez pas à Massy. Non, nous sommes allés nous balader à Évry pour l'émission On est bien chez nous. C'est cette émission où on se balade gentiment dans l'Essonne avec un cadreur qui se promène, qui s'amuse. Et on se creuse les ménages. Voilà. Et on se creuse les ménages avec des énigmes à résoudre. Et là, vous allez voir que l'énigme du jour nous a conduit dans un très bel établissement d'Évry. Je suis la seule à avoir vu le jour au XXe siècle grâce à Mario Botta. Est-ce que ça vous parle? Un lieu dans Évry que je dois trouver? Non, du tout. Du tout? Non. Ça vous parle pas, ça? C'est pas dans le vieux village? Et ça serait quoi? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout, un lieu dans Évry? Non, pas du tout. Ça vous parle pas? C'est pas l'église? Il y a une grande église qui a été construite au XXe siècle ici? Je crois. Je sais qu'il y a une église. D'accord. Dans le vieux village. Dans le vieux village. D'accord. Attends, regarde, là voilà la cathédrale. Ça c'est sûr, on peut pas la manquer. Elle est gigantesque. Sa première célébration a été à l'occasion de la fête de Pâques 95. Dans la semaine, il y a eu la messe chrismale, où il y a eu la première église, la première célébration justement faite dans la cathédrale, quoi. C'est Monseigneur Guy Herbulot en 1988 qui a eu l'idée de construire une cathédrale pour le diocèse.
Les travaux commenceront en 92 sous la direction de l'architecte Mario Botta, dont on parle dans notre énigme. La cathédrale verra le jour en 95 et sera baptisée cathédrale de la Résurrection. Le 22 août 97, dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse, le pape Jean-Paul II viendra prier dans la cathédrale. Même moi, j'aurais trouvé. Oui, on verra demain. Une autre énigme. D'accord. Merci Philippe. Alors, Keltoum, vous avez survolé la cathédrale de très loin. Oui, je vous propose une petite balade aérienne à bord du Sans Interdit dans le sud du département avec l'association Cyrus et notamment la présidente de l'association Martine Ami. Donc à travers le reportage que vous allez voir, vous allez découvrir pas mal de choses, apprendre pas mal de choses et notamment du montage de la nacelle à l'atterrissage, tout plein de choses. Comment ça marche, quel est le plan de vol et comment devenir pilote si ça intéresse certains. La réponse avec Martine Ami. Voilà un réveil un peu compliqué, 5h30. Je réalise pas trop ce qui va se passer et c'est peut-être pas plus mal. Donc on verra dans peut-être 1 heure ou 1h30 si tout se passe bien. Donc on va passer au-dessus de Châlons-Moulineux. Mérobert, Othon-la-Plaine. La Plaine. Juste à la tête à ceci. Voilà, tu te mets... oui, parfait. Bon voyage. Merci. Au revoir. Là, on va avec la vitesse et dans la direction du vent. Donc là, nous sommes à 200 mètres. Nous faisons du 27 km/h. Tout à l'heure, on a fait un plan de vol, donc ça nous indique la direction. Normalement, c'est jamais où on va se poser concrètement, réellement. On a des cylindres qui ont une autonomie d'environ 2 heures, avec toujours l'obligation d'avoir une réserve de gaz en cas de zones où on ne pourrait pas atterrir, style forêt, lac ou choses comme ça. Donc toujours avoir une autonomie pour pouvoir se dégager de la situation difficile. Les risques majeurs sont au décollage et à l'atterrissage. Ça marche tout simplement, on chauffe, on monte, on ne chauffe plus, on descend. Le gaz rentre effectivement dans les serpentins qui alimentent une flamme et puis une chaleur à 120 degrés au sommet du ballon. Ce ballon, il fait 3000 mètres cubes, 28 mètres de haut. La météo est importante puisqu'on ne peut pas décoller à plus de 10 nœuds. C'est une mesure de sécurité. 10 nœuds, ça veut dire à peu près, à peine 20 km/h de vent. C'est super calme, zen. Voilà, t'as vraiment l'impression de voler en même temps. T'as aucune sensation de vertige, de malaise ou quoi. Non, c'est super zen, quoi. Pour piloter, il faut un brevet de ballon à air chaud. Ça consiste à 16 heures de vol d'instruction avec un instructeur diplômé, formé, dont 2 vols solo et dont un de plus de 1000 mètres et avec une descente froide. Et avant tout ça, il faut passer un théorique qui va consister à appréhender la météo, l'aérologie, les cartes réglementaires, les radios, les procédures d'approche d'un aérodrome, etc., etc. Donc il y a un test, un QCM, donc quand on a tout bien répondu, après on peut avoir le brevet.
c'était génial, trop fort. Alors je pensais vraiment que j'allais être au fond de la nacelle, accroupie, avoir peur, ne pas sortir la tête, ne pas regarder à l'horizon ou en bas. Bah, pas du tout en fait, c'est trop fort, le décollage parfait, l'atterrissage tout en douceur. En haut on a l'impression d'être seul au monde, bien-être, zen, très calme, avec une vue extraordinaire. Sincèrement, le sud de l'Essonne c'est magnifique, et puis en plus il fait même pas froid, donc franchement on a eu apparemment des super bonnes conditions, et c'était exceptionnel, et je crois que c'est mon meilleur. Voilà, j'ai pas le droit de le dire mais je le dis quand même. C'était génial. Bon, c'était génial, mais vous avez de la veine, parce que s'il y avait eu une bourrasque... Ah bah oui, non mais je crois qu'on n'aurait pas volé carrément, mais quoi. Non, mais la bourrasque peut survenir alors que vous êtes en plein vol. Vous êtes sympa, vous, Patrice. Non, ça c'est... Bah voilà, bon. Vous avez quelques chiffres à nous donner ou pas, non? Non, je suis juste en site internet pour plus d'informations. Je voulais juste remercier la présidente de l'association Cyrus, Martine Ami, son époux et les quelques bénévoles qui nous ont accompagnés pendant ce petit voyage. Voilà. Merci. Vous avez promis qu'on allait continuer, probablement finir l'émission avec vous, Monsieur Bastard. Et je voudrais savoir ce que vous pensez, si vous êtes directeur d'une association qui a un rapport quand même avec ce que je vais vous dire. Qu'est-ce que vous pensez de cette querelle entre les organisateurs du Téléthon et Pierre Berger? Parce qu'en toile de fond, il y a quand même de la souffrance partout. C'est un sujet qui n'est pas évident. Le Téléthon, c'est une grande institution, et c'est une institution grâce à laquelle les maladies rares sont sorties de l'anonymat. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été collecté grâce au Téléthon pour mieux comprendre le génome humain et faire progresser significativement donc la connaissance dans ce type de recherche. Alors, maintenant, ce qu'a fait Pierre Berger et ses attaques, fondées ou infondées, je ne sais pas, mais il ne faudrait pas que derrière ça mette à mal tout un système qui est basé quand même sur la confiance. Il n'y a pas eu malversation, il n'y a pas détournement de fonds, et si ce sont plusieurs associations qui se battent pour avoir une part du gâteau, très bien, mais que ça se passe plutôt en coulisses, parce que devant, tous ceux qui vont en pâtir, ça sera toutes les associations qui font appel à la générosité du public. Je suis d'accord avec vous. Alors, on ne va pas parler de certaines accusations qu'aurait pu faire Pierre Berger, mais il n'en demeure pas moins que la recherche, ça coûte extrêmement cher, et que c'est vrai qu'on pourrait se dire, tiens, si un peu d'argent qui allait un peu partout à diverses associations, ce serait ne pas oublier certaines associations dont vous faites peut-être partie. Absolument, absolument, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Téléthon, c'est d'abord l'outil de collecte de fonds d'une association qui s'appelle l'Association française contre les myopathies. L'argent va d'abord contre les myopathies, et il y a beaucoup d'autres associations de maladies génétiques rares qui souhaiteraient disposer d'un petit peu de ces fonds et de pouvoir être complètement indépendants dans leur politique de recherche et de financement de la recherche. Ça, c'est effectivement, c'est tout à fait le cas. Bon. Écoutez, on va rappeler quand même votre site, c'est www.vml-asso.org. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? D'abord, une bonne réussite sportivement, là, dans pas longtemps. Oui, et puis plein de sous-sous qui arrivent. Merci, ça serait super pour la recherche et pour aider les familles à vivre leur quotidien qui est très très difficile. Merci d'être venu nous apporter toutes ces précisions sur cette association extrêmement intéressante. Merci à vous, et merci surtout à vous de nous regarder. Et on recommence demain. Salut.